Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce vlog. C'est un vlog détente, je suis actuellement en vacances et j'en profite pour me reposer, pour lire et accessoirement faire quelques vidéos. Donc j'avais envie de partager avec vous mes lectures en cours. J'ai commencé 4 nouveaux livres, donc je vais vous en parler dans cette vidéo. J'ai aussi vu un film en lien avec Zola et les Rougon-Macquart dont j'avais très envie de vous parler. Je vais aussi vous montrer mes derniers achats en lien avec le thé. Vous savez que j'aime beaucoup le thé, donc voilà. Et vous poser quelques questions sur une autrice en particulier, un petit sondage. Voilà, donc restez bien jusqu'au bout et on commence dans quelques instants. Le premier livre que j'ai commencé récemment, c'est Anna Karénine de Tolstoï. Alors je suis très contente d'avoir franchi le pas parce que pour tout vous dire, c'est un livre qui me faisait un peu peur. J'appréhendais beaucoup de m'attaquer à ce classique de la littérature russe, écrit quand même par un des monstres sacrés, à savoir Tolstoï. Et finalement, je suis agréablement surprise. Ça se lit très bien et c'est très facile d'accès, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les chapitres sont assez courts, donc ça donne un rythme bien soutenu à la lecture et c'est plutôt pas mal, c'est assez dynamique. Là actuellement j'en suis à la page 299 et j'ai lu donc les 2 premières parties. Donc c'est une grosse brique, hein, ça fait à peu près 1000 pages. Donc voilà, j'en suis au tout début. Donc je vais essayer de vous les résumer brièvement, les 2 parties, et peut-être que ça vous donnera aussi envie de vous attaquer à ce pavé. Alors l'histoire se déroule en Russie à la fin des années 1800 et donc la partie 1 commence par une dispute entre 2 époux. D'un côté il y a Stepan Arkadevitch et de l'autre côté il y a sa femme Daria Alexandrovna. Et donc Stepan a trompé sa femme avec la gouvernante. Donc c'est un homme assez enjoué, plein d'entrain et il est volage. Et il ne semble pas du tout mesurer ce qu'il a fait, tandis que sa femme paraît très mélancolique et ne semble pas prête à lui pardonner. Et c'est là qu'Anna Karénine rentre en jeu, puisque c'est la sœur de Stepan, l'homme infidèle, et elle va essayer de venir à Moscou chez son frère pour arranger les choses et pour apaiser les tensions. Donc elle arrive en train, Stepan va venir la chercher, et il va se passer quelque chose à la gare, puisqu'elle va croiser Vronsky, qui est un officier très sérieux, enfin très sérieux dans son travail, mais pas tellement d'un point de vue sentimental. Et pourtant, entre eux, il va y avoir quelque chose. Euh, Ils échangent à peine quelques mots, mais tout de suite, on sent qu'il y a une étincelle entre les deux. Ça en reste là, Anna Karénine va chez son frère et là les tensions s'apaisent puisqu'elle va avoir un dialogue avec sa belle-sœur qu'elle comprend et tout de suite la belle-sœur va se sentir apaisée et va être moins rancunière de ce qu'a fait son mari. Donc finalement on a l'impression qu'Anna Karénine a rempli son rôle, a réussi sa mission et elle peut repartir chez elle. Donc elle repart par le train le lendemain ou quelques jours plus tard. Et là, elle recroise encore Vronsky dans le train. Mais cette fois, l'homme ne va pas laisser passer sa chance et il va littéralement ouvrir son cœur à Anna Karénine et lui déclarer sa flamme. Alors il faut savoir que c'est réciproque puisque elle y a pensé pendant son séjour chez son frère. Ça l'a un petit peu perturbée et finalement, quand il lui avoue ses sentiments, elle se sent soulagée d'un côté parce qu'elle se dit que les sentiments sont partagés et que finalement elle n'était pas complètement folle de penser à lui pendant tout ce temps. Mais en même temps, donc elle est tiraillée entre la passion et la raison c'est qu'elle est mariée et qu'elle a un petit garçon de 8 ans. Donc elle reste sur sa réserve pendant que Vronsky lui fait sa déclaration d'amour et pour l'instant elle garde un petit peu ses distances. Donc voilà pour l'histoire principale et donc ça c'est la toile de fond. Et en plus de ça, il y a d'autres petites histoires parallèles. Il y a une histoire avec Kitty, qui est la sœur de la femme trompée, qui est assez jolie, séduisante et qui intéresse pas mal d'hommes, dont un certain Levin, qui est un homme plutôt sympathique, très sérieux, mais qui n'est pas, enfin, Kitty n'est pas du tout séduite par lui.
Donc il va faire des pieds et des mains pour essayer de la conquérir, il va essayer de passer par Stepan, donc son beau-frère, pour essayer de se rapprocher d'elle. Un jour, elle va faire du patin dans un parc zoologique, donc il va essayer de la croiser là-bas, etc. Et en fait, il va finir par lui demander sa main, mais elle va refuser parce qu'elle a Vronsky en tête, encore lui. Donc elle l'a croisé plusieurs fois par le passé, et comme c'est un homme séducteur, il a dû lui tendre quelques perches, jouer un petit peu avec elle et ses sentiments. Et naïve comme elle y a cru, et donc elle pense qu'elle a toutes ses chances avec lui. Et quand le pauvre Lévin vient lui demander sa main, elle refuse parce que elle est amoureuse d'un autre homme. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans la première partie. Dans la deuxième partie, on retrouve Kitty qui est tombée gravement malade, qui est alitée. Et en fait, on apprend au fil des pages qu'elle a un chagrin d'amour et qu'elle est complètement déprimée, anéantie. Et tout ça, c'est à cause de Vronsky. Lévin l'apprend et il en est totalement dévasté. En parallèle, on retrouve encore Anna Karénine qui vient de rentrer chez elle et qui est contente de retrouver son mari et son fils. Donc ce qui montre bien quand même qu'elle est assez ambivalente dans ses sentiments. Parce qu'elle était quand même assez émue par la déclaration de Vronsky dans le train. Et finalement, une fois rentrée chez elle, elle est quand même contente de retrouver son foyer et les gens qu'elle aime. Donc Alexis Karénine, le fameux mari, il a une bonne situation, donc c'est un haut fonctionnaire. Mais c'est quelqu'un d'assez antipathique. Il est attaché aux conventions et à l'image qu'il renvoie. Au fil des pages, on va comprendre que les relations sont très tendues entre Anna Karénine et son mari. C'est pas un couple très heureux, elle est pas très épanouie, lui est plutôt froid, c'est un homme très guindé, qui aime sauver les apparences et qui est très renfermé. Et en fait, très vite, des bruits vont courir comme quoi elle trompe son mari avec Vronsky. Ce qui est vrai d'ailleurs. Et le mari est loin d'être dupe. Il va même lui en parler et lui dire qu'il n'est pas du tout jaloux, que la jalousie est un vilain défaut et que pour lui tout ce qui compte c'est l'honneur. Donc elle lui demande par contre de ne pas salir sa réputation parce que pour lui c'est tout ce qui compte. Donc déjà on sent on n'a pas trop l'impression qu'il est affectueux et touché d'un point de vue sentimental. On dirait que pour lui il y a juste les conventions qui comptent et rien d'autre. Donc on apprend également que Anna Karénine est enceinte. Et la deuxième partie se termine sur un champ de course qui réunit Anna Karénine, Vronsky et l'époux de celle-ci. Et à ce moment-là, pendant qu'ils sont en train de regarder une course, Anna Karénine va finir par faire un malaise. Et son mari va s'emporter, il ne va pas du tout être content parce qu'il dit que elle s'est fait remarquer et que pour lui c'est inadmissible et donc il la ramène chez eux. Donc voilà comment se termine la deuxième partie. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Pour l'instant, c'est un livre qui me plaît. J'aime bien l'histoire, les histoires parce qu'il y a pas mal de petites histoires annexes. Donc je trouve ça très intéressant, ça se lit très vite. J'en suis quand même à la page 300 alors que j'ai commencé il y a peu de temps, donc c'est assez rythmé comme je le disais. Donc si vraiment c'est la quantité de pages qui vous impressionne, le fait que ce soit un pavé, n'ayez pas peur, allez-y quand même parce que ça se lit vraiment très bien. Et bien sûr, je vous donnerai mon avis final dans mon prochain point lecture. J'avais envie de partager avec vous mes derniers achats, donc j'ai acheté une petite tasse trop mignonne. J'ai également acheté ce set de table, donc c'est toujours pratique pour faire des vidéos, ça fait des jolis fonds. Et cette théière en fonte, donc que j'ai eu vraiment à pas cher, je crois que je l'ai eu à 20 €. Et donc elle est noire, elle est très jolie. Donc très pratique, toujours avec un filtre pour ne pas laisser passer les petits grains de thé. Donc voilà, très contente de mon achat.
J'ai également acheté ces 2 thés. Moi je suis une grande fan de thé comme vous le savez, donc je suis toujours à la recherche de nouvelles saveurs. Donc il y a ce premier thé qui est un thé noir au café et chocolat. Donc quand je l'ai senti, c'était vraiment une odeur mais gourmande. Ça m'a rappelé mes petits déjeuners d'enfance. Il y a même des petits pop-corn à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez. Et celui-ci, c'est un thé vert aux noix et aux noisettes, gourmand aussi. Il a une odeur celui-ci, mais c'est un délice. Enfin, j'imagine, parce que là, je ne les ai pas encore goûtés, mais je pense que ça va être un régal. Donc très contente de tous mes petits achats, et puis j'ai hâte de les découvrir avec vous donc dans des prochaines vidéos. Je pense que ça peut être sympa à découvrir ensemble. Juste avant de vous parler de mes 3 autres lectures en cours, j'ai une petite question à vous poser sur une autrice. J'ai envie de faire une sorte de petit sondage, et ça concerne Amélie Nothomb, parce que j'entends souvent dire que c'est pas vraiment de la littérature ce qu'elle écrit, c'est du roman de gare, c'est divertissant mais sans plus. J'aurais bien aimé avoir vos avis là-dessus, et savoir si vous aimez, et si oui, quels sont les titres que vous me recommandez. Moi, j'ai lu il y a très longtemps Stupeur et tremblement, et je dois dire que j'avais bien aimé. J'ai fouillé un petit peu dans ma bibliothèque, et j'ai pas mal d'ouvrages d'elle que j'ai jamais lus. Et je me dis que ce serait peut-être l'occasion de les découvrir. Donc je vais vous les présenter un par un, et puis peut-être que ça va raviver en vous quelques souvenirs. Peut-être que vous les connaissez, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ceux que vous me conseillez. Alors tout d'abord, il y a Mercure, qui est l'histoire d'un vieillard et d'une jeune fille qui vivent isolés du monde sur une île, au large de Cherbourg, et qui sont unis par un pacte morbide et pervers. Ensuite, il y a Attentat, donc ça va parler d'un amour impossible entre un homme très laid et une femme extrêmement belle. Et les 2 personnages vont évoluer dans le milieu de la mode, donc c'est assez étrange pour le personnage qui est décrit comme laid. Antéchrista parle d'une amitié dangereuse entre donc l'héroïne qui va tendre la main à une jeune femme, une jeune fille, en l'hébergeant chez elle, mais le piège va se refermer sur elle, donc ça va être une amitié très toxique. Le sabotage amoureux, c'est le 2e roman d'Amélie Nothomb, et qui va porter sur une histoire d'amour vue par une petite fille de 7 ans. Ensuite, il y a Métaphysique des tubes, qui est très autobiographique apparemment, et qui va parler de la vie d'Amélie Nothomb, de sa naissance à ses 3 ans, et de sa relation avec la nourriture, si j'ai bien compris. Hygiène de l'assassin est son premier roman, et c'est peut-être l'un des plus connus. Il va parler d'un des plus grands auteurs de tous les temps, qui est sur le point de mourir, et il a accordé seulement 5 interviews à des journalistes, et la rencontre avec la 5e sera très particulière, donc ça a l'air assez tentant. Et enfin, Acide sulfurique, c'est une fable cynique sur le bien et le mal. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez ces titres, et même s'il y en a d'autres qui ne sont pas dans ces livres, n'hésitez pas à m'en conseiller certains. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur cette autrice. Parlons un peu cinéma. Récemment, j'ai voulu regarder une série sur Germinal qui a été tournée, je ne sais plus si c'est en 2020 ou 2021. Et donc j'ai regardé les premières minutes, et j'ai arrêté tout de suite parce que j'ai pas trouvé que le jeu des acteurs était terrible. J'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, et je trouvais que les dialogues étaient pas top non plus. Donc j'ai arrêté, et du coup je me suis tournée vers le film qui a été réalisé dans les années 90 avec Depardieu, Miu Miu et Renaud. Et je dois dire que j'ai bien aimé. Je crois qu'à l'époque j'avais vu quelques parties, mais comme c'est assez violent, j'avais pas regardé dans la totalité. Donc là je l'ai vraiment regardé de but en blanc. Et je dois dire que c'est très très sombre. Je crois même que, enfin là cette année j'ai lu l'Assommoir, et en comparaison j'ai l'impression que Germinal ça va être un cran au-dessus. Alors déjà que l'Assommoir c'était pas gai, mais là je crois que c'est encore pire. Je crois que dans les Rougon-Macquart, il y a La Terre aussi qui doit être très noire, très sombre. L'Assommoir évidemment, Germinal. Après les autres je les connais pas bien. Mais voilà, Germinal c'est vraiment affreux.
Donc ça se passe dans la mine. Des ouvriers vont se révolter parce que ils vont être payés encore moins cher que ce qu'ils étaient payés. Donc déjà qu'ils n'arrivaient pas à se nourrir, que c'était la famine presque pour tout le monde. Et là, malgré tout, ils vont décider de tenir bon, de tenir tête au chef et de ne pas aller travailler et de faire une croix un petit peu sur leur pain et quasiment de mourir de faim pour essayer d'avoir un salaire décent. Donc voilà, on évolue dans un milieu extrêmement pauvre avec beaucoup d'injustices. C'est révoltant. Les gens crèvent de faim. Le travail à la mine est harassant. Les hommes reviennent complètement cassés du travail. Les femmes font ce qu'elles peuvent pour joindre les deux bouts et pour tenter de proposer un repas correct à leur mari le soir, mais parfois il y a un bout de viande pour 10. Enfin, c'est vraiment l'horreur. Il y a des scènes quand même assez hard dans le film. Et connaissant Zola, je pense que le livre doit être à la hauteur, si ce n'est même plus, parce que je pense que niveau, enfin le film a dû se retenir un peu, mais à mon avis, ça va être assez gore. Donc ne pensez pas que ça me rebute, au contraire, j'ai très envie de lire Germinal et pourquoi pas même cette année. Là, je suis bien lancée dans les Rougon-Macquart, j'en ai lu quand même quelques-uns depuis le début de 2022, donc pourquoi pas un petit Germinal avant la fin de l'année. Ça me tente bien en tout cas. Et surtout après avoir vu le film qui m'a bien plu, là je suis très tentée. Alors sinon, j'ai commencé la lecture de 3 ouvrages sur l'art. Je dois dire que j'avais fait pas mal de book haul en lien avec la peinture, la sculpture, la danse, etc. Donc j'avais pas mal de références là-dessus. Et là, j'ai commencé à lire La petite danseuse de 14 ans de Camille Laurens, ou Laurens, je sais pas comment on dit. Le carnet de Dora Maar de Brigitte Benkemoun et La maîtresse du peintre de Simone van der Vlut. Donc pour l'instant, j'aime ces 3 lectures. J'en suis à la moitié pour La petite danseuse et les autres à peu près à 60-70 pages. Donc j'aime les 3 bouquins, je les trouve intéressants et assez riches en informations, surtout pour le carnet de Dora Maar. Donc je vous en dis quelques mots pour chacun des 3 et puis je vous en parlerai vraiment dans une prochaine vidéo une fois que je les aurai terminés. Alors la petite danseuse de 14 ans s'appelle Marie Van Gotham et forcément il fallait que je lise son livre cette année parce qu'il y a quelques mois je suis partie au musée d'Orsay et j'ai été éblouie par sa sculpture. C'était l'une des pièces qui m'a le plus émue au musée, donc il fallait absolument que je lise ce livre. Donc on apprend un petit peu d'où vient cette petite danseuse, son enfance, comment elle est arrivée à l'opéra, etc. Donc elle vient de Belgique, ses parents sont extrêmement pauvres et ils vont à Paris pour essayer de survivre. C'est un petit peu l'assommoir parce que sa mère est blanchisseuse et son père alcoolique, donc vous imaginez un peu le tableau. Et leurs filles, parce que je crois qu'ils ont 2 ou 3 filles, sont envoyées au travail parce qu'il faut absolument trouver de l'argent pour manger. Donc Marie est envoyée à l'opéra et elle gagne un petit peu plus qu'un enfant qui travaillerait à l'usine. Et donc elle donne tout l'argent à ses parents pour qu'ils puissent survivre. Donc elle a une vie très difficile parce qu'ils sont des heures et des heures à travailler à l'opéra en tant que danseuse, donc c'est vraiment difficile. Elle a des plaies au niveau des pieds, elle mange très peu, donc elle a un travail physique très intense et le ventre vide. Donc pour elle c'est vraiment très difficile. Et la plupart de ces jeunes filles évoluent dans un milieu vraiment très malsain parce que l'Opéra de Paris, c'est un peu le vivier des pédophiles, des vieux monsieur qui viennent repérer des jeunes filles en fleurs pour les attirer dans leurs ateliers et pour qu'elles posent, pour qu'elles deviennent leurs muses et finalement ils profitent d'elles. Donc c'est un peu ce que risquent tous ces petits rats de l'opéra. Et Marie Van Gotham va être approchée par 2 gars qui est devenu sculpteur parce qu'il a un problème au niveau des yeux, donc il trouve que la sculpture est moins précise que la peinture et donc il se dirige un peu vers cet art-là.
et il a besoin d'un modèle. Il va choisir Marie qui ne correspond absolument pas aux critères de beauté de l'époque parce elle est petite, elle n'a pas un visage très fin et en plus de ça, il va l'enlaidir dans sa sculpture, il va lui donner un côté animal et voilà qui ne plaît pas trop finalement pour les standards de l'époque. Donc voilà pour ce premier bouquin, je vous en dis plus dans mes prochaines lectures, dans mon prochain bilan. Et on passe maintenant au carnet, donc je suis le carnet de Dora Maar de Brigitte Benkemoun. Alors c'est très difficile de résumer ce bouquin pour l'instant, enfin d'en faire un petit topo parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes. Comme je le disais, c'est un livre très riche qui va parler d'un milieu très, comment dire, où il y a eu une effervescence au niveau intellectuel, au niveau artistique, et en fait Dora Maar a fait partie de cette époque-là, de cette mouvance-là, et elle va croiser tout un tas de personnalités, que ce soit dans le milieu de la peinture, de la littérature, de la photographie, donc c'est vraiment plein de rencontres avec des gens de la haute société, des gens un peu plus pauvres, mais il y a toujours beaucoup d'anecdotes et de rencontres incroyables autour de Dora Maar. Donc c'est très difficile à raconter parce que y a trop de détails. Mais grosso modo, c'est une femme en fait qui va faire la rencontre de Picasso. Ils vont vivre ensemble une histoire d'amour plutôt passionnelle. Mais en fait, Picasso, c'est quelqu'un qui est assez volage et il va très vite la laisser tomber pour une jeune fille de 20 ans. Et là, ça va être l'horreur pour Dora Maar. Et voilà. Bon, pour l'instant, j'en sais pas plus parce que j'en suis qu'au début du bouquin. Mais en achetant ce livre, j'espérais vraiment avoir des renseignements sur la relation un peu toxique entre Picasso et Dora Maar. J'espère que ça va être le cas parce qu'en fait, le livre est construit de façon à ce que chaque chapitre aborde un personnage, enfin quelqu'un qu'elle a connu dans sa vie. Donc pour l'instant, ça détaille pas encore trop la relation perverse qu'ils avaient entre eux, mais j'espère que ça va venir dans la suite du bouquin. Donc on apprend pas mal d'anecdotes sur Paul Éluard, sur Breton, sur Bataille, sur Lacan aussi, parce qu'elle a été en psychanalyse pendant des années, comme elle se sentait très mal, elle était mélancolique, dépressive. Elle va passer par des électrochocs, donc ça va être très violent pour elle parce que c'est assez douloureux. Donc voilà, on est vraiment face à une femme qui souffre et en même temps à quelqu'un qui avait un talent malgré tout, même si on ne le voyait pas trop à cause du talent énorme de Picasso qui lui faisait de l'ombre. Mais néanmoins, c'était une artiste. Donc c'est un petit peu ce qu'a voulu retranscrire l'autrice à travers ce bouquin. Donc pareil, je vous en reparle un peu plus tard quand j'aurai avancé dans ma lecture. Et le troisième livre, c'est La maîtresse du peintre de Simone van der Vlugt. Alors, c'est un livre qui va retracer la relation de Rembrandt avec l'une de ses servantes. En fait, le bouquin commence par l'arrestation de la servante. Pour l'instant, c'est une jeune fille et elle vient d'être arrêtée. Et la première chose qu'elle dit, c'est mais non, il n'a pas pu me faire ça. Et le il, c'est Rembrandt, parce qu'en fait, on va voir un petit peu tout ce qui va amener cette femme à se faire arrêter. Finalement, elle va être dénoncée par le peintre, mais on ne sait pas vraiment dans quelles circonstances et pourquoi. Donc tout d'abord, c'est une jeune fille sans histoire qui est partie travailler dans une auberge pour... pareil, parce qu'elle doit gagner son pain, elle est issue d'une famille pauvre et donc toute sa vie, elle va devoir travailler très durement. Donc tout se passe bien dans l'auberge. À un moment, elle va rencontrer un homme. C'est un marin, ils s'entendent très bien. Elle va l'épouser. Il va partir en mer et finalement, un jour, il ne va plus revenir et elle va se retrouver veuve alors qu'elle est très jeune, elle a entre 20 et 30 ans. À partir de là, elle va sauver un enfant de la noyade et très vite, la femme est très touchée. Enfin, il y a 2 enfants. Elle va sauver la petite fille, mais le petit garçon va périr dans l'eau. Et malgré tout, la femme, enfin la mère des enfants va être très touchée parce que déjà, elle lui a sauvé un enfant sur 2.
Et de plus, ils avaient déjà perdu un enfant auparavant, donc voilà, elle a trouvé qu'elle avait eu un courage incroyable et heu et donc elle a envie de la remercier quelque part, pour ça. Et donc c'est une femme, assez aisée, et elle va l'embaucher en tant que nourrice. Donc elle va travailler quelques années, dans cette famille, ça va très bien se passer, elle s'attache beaucoup aux enfants et finalement, va se faire une réputation un petit peu de bonne nourrice parce qu'elle a un très bon contact avec les enfants. Et un jour, cette femme n'a plus trop les moyens de la payer et donc elle lui donne congé. Donc elle se quitte en bons termes et elle la recommande même, à d'autres familles parce que ça s'est très bien passé avec elle. Et elle va tomber sur, la famille de Rembrandt. Donc c'est un peintre qui n'a pas vraiment le temps de s'occuper de sa famille, d'autant plus que sa femme est malade, voire mourante et qu'ils ont, un enfant en bas âge dont il faut s'occuper. Donc elle arrive dans sa famille et elle s'occupe à la fois du petit bébé et de la femme qui est toujours, alitée et qui a beaucoup de fièvre, qui se sent très mal. Donc là encore, elle donne de sa personne, elle travaille toujours très bien, elle est toujours, très professionnelle et très vite, la femme va décéder et donc là et là où j'en suis en fait actuellement, c'est l'enterrement de la femme de Rembrandt. Donc je ne sais pas encore ce qui va se passer par la suite, donc je me doute fortement qu'il y aura un rapprochement entre les 2, mais je ne sais pas dans quelles circonstances. Donc à voir, mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup ce livre. C'est très fluide, ça se lit très vite, c'est très intéressant. Je ne sais pas du tout quelle est la part de réalité et de fiction parce que c'est un roman, historique, mais je ne sais pas, si l'autrice a brodé autour de cette histoire ou si ça s'est réellement passé. En tous les cas, l'histoire me plaît beaucoup et j'ai hâte de terminer ce livre pour vous en parler, encore, là aussi davantage. Donc voilà 3 bonnes lectures autour de l'art que je suis, très contente de vous présenter aujourd'hui. Et bien sûr, je vous donnerai mon avis final, dans quelques jours, une fois que j'aurai tout terminé. Voilà, on se quitte, ici pour ce vlog. Je suis très contente de vous avoir partagé, mes dernières lectures. On se retrouve aussi très vite pour un book haul. Je suis en train de le préparer, donc vous voyez l'énorme pile de livres que je viens d'acheter. Donc je vous en parle prochainement et puis je vous dis à très vite et passez de bonnes vacances. À bientôt.